Allez, c'est parti pour ce décryptage, où on va déconstruire un univers honnêtement fascinant, mais très souvent mal compris. Il faut oublier tout de suite les scènes hollywoodiennes avec le petit génie encapuchonné dans le noir qui tape frénétiquement sur son clavier et pirate un système ultra sécurisé en 30 secondes. Non, non. Aujourd'hui, on découvre la vraie réalité des tests d'intrusion. Et c'est beaucoup plus méthodique. On va se baser sur ce qu'on appelle le Zero Entry Hacking. En gros, un apprentissage en pente douce. C'est une approche géniale pour comprendre étape par étape comment les vrais pros évaluent et protègent les systèmes informatiques. C'est ultra rigoureux et tout commence par une phase zéro que presque tout le monde ignore. On plonge direct dans le vif du sujet avec cette citation d'Abraham Lincoln. Que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. C'est une petite phrase que les experts en cybersécurité adorent rappeler. Et pour cause. Dans ce domaine, la préparation, c'est littéralement le nerf de la guerre. L'immense majorité du travail d'un expert, ce n'est pas de lancer des attaques au hasard, pas du tout. C'est d'affûter ses outils, de comprendre sa cible à fond et de se préparer méticuleusement avant même de tenter la moindre action. Ce qui amène naturellement à cette grande question. Combien de temps ça prend en vrai de pirater un système ? Comme on le disait, le cinéma nous a habitués au piratage instantané. Un clic et bam, on est dans le réseau. Mais la réalité, elle a vraiment de quoi surprendre. Compromettre un système, ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois d'études en amont. C'est un vrai travail de détective avant même d'être une performance technique. Les experts les plus redoutables sont ceux qui prennent le temps de décortiquer la moindre info publique avant de passer à l'attaque. Partie 1. Mythe contre réalité. Notre source utilise une analogie vraiment parlante tirée de l'univers de Star Wars, le combat entre les Jedi et les Sith. Ce qu'il faut absolument capter ici, c'est que ces deux groupes ont accès exactement aux mêmes pouvoirs. On parle des mêmes systèmes d'exploitation, des mêmes scanners, des mêmes outils de hacking. Tout est identique. La différence radicale, c'est l'objectif final. Les White Hats, nos Jedi, sont des hackers éthiques qui utilisent ces compétences pour protéger. Les Black Hats, les Sith, s'en servent pour le profit personnel, la vengeance ou le vol de données. Techniquement, la frontière est hyper fine, mais moralement, c'est un gouffre. Partie 2. Les règles de l'engagement. En fait, il y a 3 piliers qui séparent les pros éthiques des criminels. Le premier, et c'est absolument non négociable, c'est l'autorisation. Un hacker éthique ne lance jamais, mais alors jamais de test, sans un accord écrit qui définit précisément les limites. Ensuite, la motivation. Le but, c'est d'aider le client à améliorer sa sécurité en toute confidentialité. Et enfin, l'intention. Un test d'intrusion, ça simule une attaque réaliste, oui, mais ça doit être fait avec un soin extrême pour ne jamais causer de vrais dégâts au serveur ou provoquer des fuites de données. Partie 3, la méthode en 4 phases. Voyons comment tout ça s'articule. Le processus complet n'est pas du bricolage, ça suit une méthodologie hyper stricte. Imaginons un triangle inversé. Pourquoi ? Parce qu'on commence par ratisser super large pour ensuite se concentrer sur une seule faille bien précise. Étape 1, la reconnaissance. On récolte un maximum d'infos générales. Étape 2, le scan. On identifie les faiblesses techniques. Étape 3, l'exploitation de ces failles. Et enfin l'étape 4, la post-exploitation pour maintenir un accès discret. Sauter direct à l'exploitation, c'est l'erreur classique. C'est littéralement comme braquer une banque sans en avoir étudié les plans au préalable. Sans cette méthode complète, c'est l'échec assuré. Partie 4, l'art de la reconnaissance. Concentrons-nous sur cette toute première étape. Donc, le point vraiment crucial à retenir, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance passive. Ce processus est redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune interaction directe avec la cible. Pas un seul petit paquet réseau n'est envoyé au serveur de l'entreprise auditée. C'est du pur renseignement d'origine source ouverte, le fameux OSINT. En gros, un collecteur d'infos efficace devient un mix entre un détective privé et un ingénieur social. Juste en cherchant de manière intelligente, on peut découvrir des informations capitales sans déclencher la moindre alarme. Partie 5. Google comme arme redoutable. Ce qui est fascinant avec ça, c'est de voir comment un simple moteur de recherche de tous les jours se transforme en sniper de renseignement de haute précision. C'est ce qu'on appelle les Google Dorks. On oublie la petite recherche par mots-clés. Là, on utilise des opérateurs spéciaux. Par exemple, Site 2. Force Google à chercher uniquement sur le domaine ciblé. InURL va traquer des chemins d'accès spécifiques, ce qui est hyper pratique pour trouver un portail admin caché. FileType sert à filtrer les documents, genre pour dénicher des présentations PowerPoint ou des PDF confidentiels exposés par erreur. Et l'opérateur cache permet carrément de lire le code de PageWell que l'entreprise pensait avoir supprimé de son serveur. C'est tout bonnement de la manipulation chirurgicale. Mais la technique pure n'est rien sans l'erreur humaine. Fouiller les réseaux sociaux et les forums d'aide technique, c'est une véritable mine d'or. Imaginons un peu le scénario. Un administrateur système est confronté à une grosse panne.
Il panique un peu et poste un message sur un forum public pour demander de l'aide sur la configuration de son pare-feu Cisco ASA. Sans le vouloir, il vient de balancer au monde entier la marque et le modèle exact de sa défense réseau. Pareil pour les offres d'emploi d'une boîte. Une annonce qui détaille les compétences requises révèle instantanément les technologies matérielles et logicielles qui tournent en interne. Et tout ça se récolte de manière parfaitement anonyme. Une fois que cette collecte manuelle a bien donné, on passe à la vitesse supérieure, l'automatisation. Des scripts très puissants comme The Harvester vont interroger massivement Google, Bing ou LinkedIn pour dresser des listes entières d'employés et extraire la structure de leurs adresses e-mail. En parallèle, on lance des requêtes WHOIS sur les serveurs DNS où on regarde des plateformes spécialisées pour découvrir l'infrastructure physique, l'adresse exacte des bureaux ou même les anciens numéros de téléphone. Au final, cette avalanche de données donne littéralement au testeur une carte ultra détaillée du réseau, alors qu'il n'a même pas encore lancé une seule vraie attaque technique. Fou non. Tout ça démontre de façon assez percutante un truc essentiel. La plus grande vulnérabilité d'une organisation, ce n'est pas toujours un mot de passe trop basique. C'est l'accumulation de toutes ces données laissées librement sur Internet. Chaque vieux document indexé par inadvertance, chaque petit message sur un forum, c'est une porte d'entrée potentielle. Ce qui amène à une réflexion finale plutôt sérieuse. Si une équipe de professionnels éthiques devait analyser l'empreinte numérique globale d'une infrastructure aujourd'hui, quelle vulnérabilité critique cette empreinte serait-elle en train de révéler en ce moment même ? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour continuer d'explorer ensemble l'envers du décor.